Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons répondre à une question que beaucoup se posent. Est-ce qu'il vaut le coup encore d'investir en immobilier en 2025? On entend monter une petite musique de défiance assez négative depuis quelques mois. Alors, les plus modérés disent oui, il vaut mieux attendre, hein, pas en 2025 en tout cas, si on veut faire de l'investissement immobilier. Puis alors, les plus noirs disent carrément non, non, l'immobilier maintenant c'est terminé, il faut aller vers d'autres types de placements. Alors la question, elle est intéressante et elle mérite une réponse argumentée et sérieuse. Et là, nous allons nous tourner vers un invité. Cet invité, c'est Aurélien Toulouse. Aurélien Toulouse, il a une petite trentaine, ce qui ne gâte rien à ses qualités professionnelles. Au contraire, il a lui-même investi au fil des années régulièrement en immobilier. Il a monté sa société Victor Investissement qui est là pour accompagner ceux qui souhaitent réaliser de l'investissement. Et donc c'est quelqu'un qui est un peu aux avant-postes pour nous dire ce qu'il pense aujourd'hui de la situation de l'immobilier. Et comme beaucoup de mes invités, ce que j'ai aimé chez Aurélien, c'est son discours mesuré, engagé, argumenté, extrêmement sérieux. Et donc, on va écouter tout ceci avec attention. Alors, est-ce que ça vaut le coup encore d'investir en immobilier en 2025? Mon invité, Aurélien Toulouse, Passion Immo, épisode 116. C'est parti. Aurélien, bonjour. Bonjour. Bien. Alors, je vais démarrer par une question qui a trait à l'actualité parce que on a constaté en 2024 une chute assez importante quand même de ceux qui, achetant un bien immobilier, le faisaient pour de l'investissement, puisqu'on est passé quand même à 20, si je vérifie mes chiffres exactement, on est à 25% environ d'acquéreurs qui achètent un bien immobilier pour l'investissement. On était quand même les années précédentes à quasiment un tiers de ceux qui faisaient ces acquisitions, qu'ils faisaient dans un objectif d'investissement. C'est une chute qui est suffisamment importante quand même pour pas qu'on la laisse de côté. Selon vous, c'est quoi les causes de cette chute en 2024? Les causes sont multiples, hein, vous vous en doutez. Il y a déjà, selon moi, avant même de parler des facteurs conjoncturels actuels, il y a une cause c'est qu'il y a eu une accélération des acquisitions les années passées du fait des taux exceptionnellement bas. Les gens ont beaucoup plus acheté que ce qu'ils achetaient par le passé. Donc déjà, quand on compare cette année-là et les années actuelles, ça crée un différentiel. Du fait de l'accélération, évidemment, les gens ne pouvant pas enchaîner non plus tous les 6 mois une acquisition, ça crée un ralentissement par la suite. Une fois qu'on a acheté 2 appartements, on n'en achète pas forcément deux les 6 mois suivants. Donc ça crée un ralentissement. Et après, il y a un vrai contexte conjoncturel, hein. Il y a une incertitude économique. Plus grave que l'incertitude économique, selon moi, c'est l'incertitude législative. On va y Et venir, c'est ouais. pas et c'est pas propre à l'immobilier. C'est-à-dire que pour moi, en économie, tout investisseur, quel que soit le domaine, qui n'a pas une confiance absolue dans l'avenir, n'est pas capable de se positionner. Et encore moins sur des placements long terme. Donc ça, c'est quelque chose qui, selon moi, et j'ai pu le constater avec mes clients au quotidien, c'est des questions qui revenaient beaucoup sur ce sujet-là. Donc ça a créé un frein. Les réglementations, peut-être on y reviendra aussi, mais les réglementations plus sévères, législatives, freinent aussi. L'investisseur immobilier a l'impression d'être un petit peu la cible et du coup a peur de se projeter sur le long terme. Et après, l'autre point qui est, je pense, à la vue de tous, c'est aussi les taux qui ont fortement augmenté. Du coup, l'investisseur regardant, entre autres, ces taux, ça a beaucoup freiné. Nous, on le voit sur des villes où les prix sont plus chers. Comme Mmh. Paris, par exemple, la hausse des taux a généré un vrai effort supplémentaire tous les mois, ce qui fait que les gens ont soit annulé leur investissement ou alors l'ont reporté vers des villes plus rentables. Donc il y a eu voilà un report un petit peu géographique des investissements, tout ça qui ensuite s'est découlé sur les prix de l'immobilier. Et nous on le voit d'ailleurs, les zones, les villes plus rentables ont eu une baisse de prix moins forte que les zones qui étaient plus patrimoniales. Ouais, c'est ça.
Est-ce que vos clients vous parlent de l'environnement international comme étant éventuellement un frein, dans le sens où on constate dans ces redistributions d'investissements que les Français vont davantage sur une épargne plus liquide, en disant bah oui, si on en a besoin rapidement, ça sera plus facilement mobilisable que de l'immobilier. Est-ce qu'on vous en parle de ça, de cet environnement international qui est un peu plus anxiogène, il faut reconnaître, qu'il y a quelques années, ou est-ce que c'est quantité négligeable dans la réflexion? Si, bien sûr, non, c'est extrêmement important. Alors après, on a deux typologies de clientèle. On a la clientèle expatriée qui, de fait, est pleinement exposée à ces enjeux. Ça, on va dire, ça va de soi, donc peut-être c'était moins l'objet de votre question. Mais sur la clientèle française, c'est évidemment des questions qui se posent beaucoup. D'ailleurs, il y a des stats là-dessus, hein. On sait très bien qu'en période d'incertitude, les Français épargnent beaucoup plus et ils épargnent de façon liquide. Mm. Indirectement, l'immobilier reste de l'épargne, mais c'est pas la même chose. Donc oui, on a beaucoup de clients qui disent, bah, j'ai tant d'apports, je comptais le déployer pour investir en immobilier. Finalement, je préfère le garder en liquidité. Donc si, c'est un sujet qui revenait beaucoup. Après, nous, voilà, on sait comment les rassurer aussi. L'investissement Oui, oui. immobilier, évidemment moins liquide que le livret A, mais reste quand même relativement liquide, à condition d'investir dans une zone dynamique, à acheter un bon prix, être prêt, le cas échéant, à revendre à un prix un petit peu inférieur au marché pour avoir de la liquidité. On arrive à trouver une certaine liquidité dans l'immobilier. Mais Mm. oui, c'est des sujets qui revenaient beaucoup. D'accord. Cette situation, elle vous semble purement de circonstance et vous vous dites oui, ça va s'arranger dans les mois qui viennent, ou est-ce qu'on est installé dans une monotonie là qui risque d'être durable? En fait, il y a toujours un cycle, enfin, c'est des cycles en immobilier. Il Mm. y a, il y a, il y a, il y a donc, il y a l'euphorie, il y a la phase de stagnation complète où les gens ont peur de ce qui se passe et ne font plus rien. Ensuite, il y a la phase d'adaptation et il y a la phase d'acceptation. Là, aujourd'hui, on est en phase d'adaptation, c'est-à-dire que je vais même un cran au-dessus de ce que vous dites, c'est que là, pour nous, de ce qu'on constate au quotidien, c'est que le marché immobilier a repris. On s'était habitué avec nos investisseurs à négocier, notamment avec les investisseurs qui avaient des bonnes capacités financières, à négocier fortement même certains prix d'achat de l'ordre de 20-25%. Aujourd'hui, naturellement, on a encore tendance à être dans cet état d'esprit. En réalité, les biens immobiliers repartent au prix, repartent très rapidement. La semaine dernière encore, sur Paris, on s'est positionné sur des appartements. Il a fallu se battre, et même si on a fait une offre sans condition 2 heures après avoir visité, c'était difficile d'avoir l'appartement. Donc le marché immobilier repart. On a toujours des clients qui nous disent, voilà, je cherche à négocier, je cherche à faire encore le coup, à aller chercher quelque chose vraiment plus bas que le prix du marché. Ça existe moins aujourd'hui. Je pense que voilà, l'état d'esprit collectif, c'est un peu fait une raison sur ok, où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Il y a beaucoup de sujets qui sont quand même très conjoncturels et qui semblent se stabiliser. Donc les gens se disent voilà, il y a eu une année, on va dire, de peur. Les gens se sont adaptés, ont compris, et maintenant voilà, il faut qu'ils soient prêts à passer à l'action selon les nouvelles, la nouvelle donne du marché immobilier actuel. Ouais, ouais. En fait, on a l'impression que les acteurs économiques sont revenus vers un peu plus de réalisme, qu'ils ont intégré la réalité du marché, mais ça a été long quand même à intégrer cette réalité du Absolument, marché. ouais. Ouais. Mm. Alors, dans cet environnement, qui est quand même un environnement tourmenté, que ce soit sur la fiscalité, sur l'insécurité juridique dans laquelle on est dans une insécurité juridique à partir du moment où on ne sait pas si un gouvernement tiendra encore, bon j'exagère parce que là ça s'est un peu stabilisé, 15 jours, ou est-ce qu'il tiendra jusqu'en 2027, bah c'est une forme d'insécurité. Est-ce que quand même, vous conseillez d'investir en immobilier en 2025? Alors je vous pose une question, évidemment, vous allez me dire bah oui, mais sans langue de bois, j'aimerais bien que si votre réponse elle est plutôt positive ou favorable, bah, que vous ayez quand même des arguments pour nous dire bah oui, en 2025, il est bon encore d'investir en immobilier. Bon, déjà, je pourrais pas vous dire le contraire comme vous le dites, puisque moi-même j'investis et je continue à investir. Et d'ailleurs, j'ai investi même plus fortement sur la période 2024-2025 parce que c'est une période d'incertitude. Et comme dans toutes les natures d'investissement, c'est dans les périodes d'incertitude, à condition de maîtriser son sujet, qu'on fait les meilleures affaires. Il y a eu la notion de la performance énergétique du DPE. Ça a fait peur à beaucoup, beaucoup de propriétaires, beaucoup de vendeurs. Du coup, on arrivait à faire de super affaires sur des acquisitions de DPEG, par exemple,
Alors qu'en fait, en maîtrisant le sujet avec des travaux assez faciles, c'était extrêmement simple et peu coûteux finalement de passer sur des performances énergétiques bonnes. Donc ça, c'est la première chose. Le contexte fiscal, il y a beaucoup d'amalgames qui ont été faits sur le sujet. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé du LMNP au sens large, des contraintes fiscales qui pesaient sur le LMNP. En réalité, il y a beaucoup de contraintes qui ont pesé sur le LMNP courte durée, mais pas forcément sur le LMNP longue durée. Et c'est une nuance qui est extrêmement importante puisque sur un investissement immobilier classique, en général, on est sur la longue durée. Donc, au contraire, moi je dirais que plus les gens ont peur et plus il est temps d'acheter parce que c'est là où on peut faire des bonnes affaires. À l'inverse, si le climat macroéconomique est plutôt positif, bah, les gens vont plutôt se dire j'ai le meilleur investissement de la terre. Si je le vends très cher, ou alors je le vends pas. Du coup, ça crée une tension sur le marché. Donc là, clairement, mis à part si on met de côté les taux d'intérêt bancaires, mais à la limite je peux y revenir. Mis à part ce point-là, le pouvoir était clairement du côté des acquéreurs. Là où en 2022, même 2023 le pouvoir était 100% du côté des vendeurs et les acquéreurs devaient simplement se plier à la concurrence du marché, etc. Là, en 2024-2025, il y avait de très 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 belles opportunités à saisir. C'est toujours le cas, mais déjà, je vous dis, on voit quand même le vent tourner et d'ailleurs, le rapport de force commence à se rééquilibrer entre vendeurs et acquéreurs. Ouais. Ça fait plusieurs fois, vous employez le mot de peur et je suis assez d'accord avec vous. Et moi, j'ai l'impression que parfois sur des questions d'ordre technique, on pourrait prendre le DPE, on pourrait prendre le LMNP également. Il y a des sortes de fantasmes qui viennent Vraiment. parfois par méconnaissance totale et d'approfondissement des questions, et qui créent en effet des peurs, et qui, quand on approfondit ces questions-là, elles sont parfois, ça ne veut pas dire qu'elles sont totalement infondées, mais elles sont en partie infondées. Qu'est-ce que vous en pensez de cette espèce de terreau dans lequel on vit, où quand même il y a beaucoup des fois bon, sans aller dans les fake news, mais on en a quand même de temps en temps, où il y a un décalage entre la réalité et le ressenti d'une partie de la population. Oui, j'aime beaucoup la notion de fantasme que vous utilisez. C'est exactement ça. C'est qu'en fait, à force de voir des choses répétées à longueur de journée, les gens commencent à s'auto-convaincre que c'est un vrai problème et que c'est surtout un problème insurmontable. En réalité, nous, notre rôle de conseiller, et même globalement en tant qu'investisseur, on doit avoir un regard froid sur les choses, ne pas surréagir, parce que c'est souvent le problème. Les gens surréagissent, C'est ils prennent ça, peur, ouais. ils fantasment. Si on regarde les choses froidement, il y a toujours une solution. Après, évidemment, il y a toujours une solution, oui et non. Il y a aussi des biens sur lesquels on se positionne pas parce qu'on estime que le problème est réel. Mais en réalité, enfin, il y a 90% des sujets sur lesquels en fait le problème est largement surmontable, mais par peur, par fantasme de se dire j'ai lu partout qu'on pouvait pas acheter un DPEG, les gens ne se positionnent pas. De fait, ça crée un déséquilibre offre et demande. Là, à l'avantage de la demande, qui du coup va permettre à l'investisseur de faire de très belles opérations. Alors justement, dans tout ça, on a une question qui est celle du statut du bail privé, qui est actuellement en gestation, en discussion. Et je fais une petite parenthèse, j'ai été étonné parce que mon dernier épisode était consacré à cette question-là, qui est une question, on peut pas dire qui est pas très sexy, qui est un petit peu technique et tout. Et j'ai eu un nombre d'auditeurs absolument faramineux par rapport à ce que j'ai d'habitude. Et je me suis dit, ah oui, tiens, c'est une question quand même qui intéresse pas mal. Qu'est-ce que vous en attendez de ce statut du bail privé? Beaucoup de choses ou pas grand-chose, très honnêtement? Honnêtement, pas grand-chose. Je pense que comme beaucoup de choses, malheureusement, c'est plus un effet d'annonce que un réel fondement. Je sais que sur la seule chose qui est à la limite positive sur ces sujets-là, c'est de clarifier un peu ce qui est enfin, les champs des possibles. J'ai vu beaucoup naître, notamment une notion de bail civil Hum. pour principalement, qu'on se le dise, contourner les contraintes, hein, que ce soit l'encadrement des loyers, que ce soit aussi l'impossibilité de louer en DPEG, que ce soit sur de la location courte durée aussi. Ça, c'est souvent à vocation de contourner des réglementations. Là-dessus, il y a quand même un vrai point Ah, il y a des d'attention. limites quand même C'est sur le bail civil. C'est pas aussi évidemment, miraculeux que ça, hein. Ah oui, évidemment, mais il y a beaucoup moins de limites que sur un bail classique, on va dire. ouais. Donc c'est souvent vu comme la solution miracle. Pour autant, il faut quand même faire très attention en tant Hum, qu'investisseur parce que le bail civil peut très vite être et très facilement, surtout requalifié c'est de ça. bail classique. Ouais. Et là, pour le coup, ça peut faire très mal puisque si on a basé sa stratégie ou le contournement de règles juridiques uniquement sur la construction de ce bail et qu'il est requalifié, bah du coup, c'est tout ce qui en découle derrière avec les réglementations qui ont été contournées qui peuvent poser problème. Donc nous, on conseille pas forcément ces choses-là Hum. et on reste vraiment voilà sur des beaux longues durées qui en plus permettent aussi à l'investisseur de voir de façon plus pérenne son activité et accessoirement de moins s'en occuper pour les personnes qui cherchent quelque chose d'un peu plus passif. C'est
toujours plus agréable d'avoir quelqu'un qui va rester 3-4 ans que quelqu'un qui va rester 2 mois, quoi. C'est clair. Je reste quand même 2 secondes sur le statut du bail privé parce que l'idée initiale du statut du bail privé, c'est de dire on a une fiscalité entre le meublé, le nu, les différents régimes qui est quand même devenu assez complexe, hein, il faut le reconnaître. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même vocation à unifier location nue, location meublée? C'est quand même l'idée de départ et ça, vous y croyez? Est-ce que déjà ça vous semble nécessaire d'essayer de simplifier? Déjà, si on rappelle un peu l'historique, hein, c'est que s'il y a cette distinction, c'est qu'à l'origine, les pouvoirs publics voulaient plébisciter plus de logements meublés, notamment dans les grandes villes. C'est vrai qu'à C'est ça. l'époque, et c'est aussi c'est au-delà d'une question fiscale, hein, c'est que c'est une question d'habitude. Les propriétaires bailleurs avaient plutôt tendance à mettre sur le marché des biens non meublés. Ce qui posait des problèmes dans les grandes villes notamment, où c'est plutôt une clientèle de passage qui recherche du meublé. Donc, il y a eu ces avantages fiscaux mis en place pour inciter les propriétaires à louer en meublé. Ça, c'est la première chose. Aujourd'hui, on s'aperçoit que grâce notamment aux avantages du LMNP, l'offre de logements meublés c'est plutôt bien aligné avec la demande qu'il y avait sur le marché. Maintenant qu'il y a alignement, si je me place du point de vue du gouvernement, c'est assez facile de se dire qu'il y a une manne financière à les récupérer en modifiant la fiscalité et en enlevant certains avantages. Donc, de ce point de vue-là, c'est cohérent. Est-ce que c'est nécessaire? Je sais pas forcément. Le point, nous, qu'on voit sur la modification de la fiscalité, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'il y a deux choses. Il y a les grosses modifications qu'il y a eu sur le meublé de tourisme ou le meublé courte durée, qui lui, pour le coup, pointe du doigt clairement les locations Airbnb et similaires, où là, l'idée, c'est de rendre ces typologies de location moins intéressantes pour l'investisseur. Et donc, l'objectif derrière ça, c'est de remettre des biens sur le marché à la location longue durée, puisqu'aujourd'hui, il y a une réelle vacance de logements disponibles. Nous, on voit aujourd'hui, par exemple, à Paris, on met plus d'annonces. À Paris, c'est souvent le locataire qui nous dit, bah, j'ai trouvé le locataire suivant. C'est vrai. Ouais. C'est un phénomène de marché qui fait que monsieur, madame, tout le monde qui débarque sur Paris et qui a aucun contact et qui cherche son bien sur Internet, va avoir la plus grande des difficultés à trouver. Donc, la reprise de cette fiscalité a vocation à réduire la location courte durée, à l'avantage de la longue durée. Maintenant, il y a quand même eu aussi quelques coups de rabot, on va dire, sur la location longue durée. Je pense notamment à la réintégration des amortissements sur le LMNP. En soi, clairement, c'est évidemment moins bien qu'avant. C'était mieux quand il y avait ça. C'était clairement un avantage. C'était d'ailleurs une niche fiscale, hein, en réalité. L'abattement nous permettait de payer moins d'impôts les années où on avait l'abattement. Et les jours où on décidait de revendre, on arrivait à revendre sans payer de plus-value. Donc c'était génial. Aujourd'hui, simplement, ça s'est aligné. Alors, je dirais pas que ça s'est aligné avec la location nue. Par contre, ça s'est aligné avec le mode de fonctionnement des sociétés. Une SCI, par exemple, fonctionnait déjà comme ça. En SCI, vous amortissez la valeur de votre bien. Sa valeur comptable diminue au fil des amortissements et le jour où vous revendez, vous payez la plus-value entre la valeur résiduelle et la valeur de revente. Aujourd'hui, c'est exactement la même chose sur du LMNP. Donc, c'est un simple alignement des pratiques qui, si on essaie de prendre un regard objectif sur les choses, est assez cohérent. Maintenant, c'est sûr que c'était moins bien qu'avant, où on avait Oui, mais c'était l'avantage presque de la réduction d'impôts. c'était C'était une une anomalie. anomalie quasiment. C'était une anomalie, c'est Bah oui. clairement, c'était une anomalie. C'était l'avantage fiscal principal du LMNP. Mm. Alors, il y a encore beaucoup d'avantages et grâce à l'amortissement toujours, puisque Ah oui. l'amortissement est permis, hein, Ouais. Ouais. grâce aussi à la déduction de l'ensemble des charges de l'investissement, on arrive à ne payer 0 € d'impôt. On dit en moyenne pendant 10 ans sur un investissement immobilier. Ensuite, quand les principaux amortissements sont terminés, on commence à payer de l'impôt. Mais il y a toujours de nombreux avantages. Et après, pensons aussi qu'on paie la plus-value. Enfin, deux choses. Déjà, si on paie de la plus-value, c'est que c'est plutôt bon signe, c'est que plus-value il y a, ce qui est une bonne chose. Ensuite, on paie de la plus-value le jour où on revend. Nous, ce qu'on conseille quand même à nos investisseurs, c'est que l'investissement immobilier, c'est quelque chose de long terme, c'est se générer une rente pour la retraite. Et donc, en général, quand on investit le plus tôt possible, on est amené à toujours posséder l'appartement au bout de 20, 25 ans, voire 30 ans. Et pour rappel, au bout de 30 ans, il n'y a plus de fiscalité sur la C'est plus-value. ça. Donc, Bah qu'on oui. ait réintégré les amortissements ou pas, finalement, à ce compte-là, ça changera rien du tout. Et à Ouais. l'inverse, si on revend tôt, on aura très peu amorti. Donc, l'impact, de fait, est assez limité aussi. Donc, pareil, c'est comme beaucoup de sujets, ça a fait beaucoup de bruit. En réalité, si on analyse la chose froidement, évidemment, c'est moins bien qu'avant. Mais est-ce que c'est un changement majeur? Non. Non, mais puis vous avez raison de souligner que quelqu'un qui est dans une stratégie patrimoniale de long terme, finalement, cette réintégration des amortissements dans le calcul de la plus-value immobilière
a peu d'impact, voire aucun. Donc, effectivement, c'est loin de toucher tout le monde. Alors justement, aujourd'hui, vos clients, parce que comme vous en avez pas mal, ce qui est très bien, vous devez avoir quand même une vision d'ensemble. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent plutôt faire du meublé, de la location nue. Après, j'aurai d'autres questions à ce sujet-là. Mais déjà sur ce grand choix, ils vont plutôt naturellement dans quoi? En réalité, on leur laisse pas le choix, puisque le meublé, enfin D'accord. nous, sachant que nous, notre stratégie, c'est quand même d'investir dans des cœurs de ville, donc plutôt dans des grandes villes, en centre-ville. Donc c'est quand même important de préciser ça, hein. C'est-à-dire que si je vous propose d'investir dans une maison en campagne, évidemment, mon analyse n'est pas la même. Mais de par les typologies qu'on conseille, il y a beaucoup de demandes pour de la location meublée. C'est aussi la location meublée qui permet quand même de louer en moyenne 20 à 30% plus cher, le tout avec une fiscalité plus avantageuse. Donc en fait, quand je vous propose de louer 20-30% plus cher avec une fiscalité plus avantageuse, il n'y a pas vraiment de raison de se dire est-ce que je fais du meublé ou du non meublé. De fait, 99% de nos investisseurs font du meublé. Les seules raisons qui peuvent les pousser à faire du non meublé, en fait, c'est soit acheter quelque chose de déjà loué qui est en non meublé, Mmh. soit des achats via SCI qui parfois peuvent être fiscalement plus intéressants en non meublé. C'est au cas par cas. Mais 99% de nos investissements sont en location meublée. Et on peut considérer aujourd'hui que géographiquement, toutes les zones, toutes les villes permettent de faire du meublé, ou il y a quand même des exceptions où vous dites, bah non, là, dans telle ville, on va sûrement pas faire de meublé. Comment vous analysez les choses? Non, c'est une bonne question et justement, enfin, je parlais tout à l'heure des régions dans lesquelles on opérait un petit peu et justement Mmh. sur la frontière luxembourgeoise où on est plutôt sur des biens côté français, hein, on est plutôt Ouais. sur des biens d'un peu plus grande surface à destination de familles. Mmh. Bah, c'est vrai que là, dès qu'on passe le 3 pièces, on a plutôt tendance à plébisciter de la location non meublée. Parce que D'accord. voilà, les familles cherchent à s'installer pour le plus long terme. En général aussi, bah, quand voilà, des personnes qui ont déjà eu d'autres logements se sont peut-être équipées de mobilier, et donc voilà, elles recherchent à réinstaller leurs meubles. Là où dans des grandes villes, en fait, comme Paris par exemple, on va plutôt viser de locataires étudiants, jeunes actifs qui n'ont pas forcément encore ce bagage mobilier et du coup qui vont rechercher plutôt voilà une location meublée. Ouais. Il y a dans un épisode précédent, j'avais un invité où on a parlé quasi exclusivement du dispositif de Normandie. Et sur la question de Normandie, je trouve que c'est assez clivé. Certains ne veulent pas en entendre parler et j'ai des noms en tête, bon je vais pas citer, mais non, nous on n'engage pas nos clients à faire du de Normandie. Et d'autres au contraire, ils vont. Vous avez quelle opinion par rapport au de Normandie? Vous en faites? En fait, non, on n'en fait pas. En fait, globalement, juste pour prendre du recul sur tous ces dispositifs fiscaux, puisque c'est un dispositif fiscal, Hum. c'est qu'en général, s'il y a une carotte fiscale, c'est que l'État cherche à combler un vide, un manque au niveau du marché. Il y a eu le Pinel pour sponsoriser en quelque sorte les constructions Ah bah neuves. c'est ça. Bah oui. Il y a le de Hum. Normandie. Enfin, il y en a eu tout un tas d'autres et il y en aura tout un tas d'autres. Nous, on reste sur une logique. Enfin, notre stratégie, c'est de rester sur du LMNP. La promesse, c'est de gagner plus sans payer plus d'impôts. Donc c'est pas de chercher à venir réduire ses impôts, à venir etc. Mais potentiellement en gagnant moins. J'ai une petite histoire qui est assez marrante, c'est qu'on a un client qui avait acheté du Pinel sur plan. Donc sur plan, ça veut dire voilà un délai de livraison à peu près de 3 ans. Le jour où il a reçu son appartement, il nous a dit bah écoutez finalement je vais pas le louer en Pinel, donc je m'assois sur l'avantage fiscal. Vous allez me le meubler et je vais le louer en LMNP. Parce qu'on a fait la différence de manque à gagner de loyer en louant en Pinel versus louant en meublé et après, bien sûr, on a réintégré à ça l'économie fiscale qui devait venir du Pinel. En fait, on s'est aperçu qu'il y avait 40% de plus à gagner, à louer de façon classique en meublé, sans se préoccuper de l'économie d'impôt. Donc, avec le de Normandie, c'est un peu la même analyse. C'est que, voilà, sur des profils très spécifiques qui auraient peut-être un taux marginal d'imposition extrêmement élevé, et qui auraient un enjeu, voilà, de venir, réduire particulièrement leur revenu imposable, pourquoi pas. Mais de façon générale, pour l'investisseur, on va dire moyen, c'est pas du tout quelque chose qu'on plébiscite et de fait, nous, on le plébiscite pas du tout. D'accord. Donc là, vous avez une ligne stratégique plutôt claire. Est-ce que vous vous sentez prêt, le cas échéant, en fonction d'évolutions fiscales à venir, de réorienter en fait les choix de vos clients, ou est-ce que vous êtes ancré dans cette stratégie que vous avez définie?
Non, évidemment. Enfin, l'immobilier, bien que ce soit quand même, c'est quand même un secteur de long terme, donc c'est des choses, enfin, c'est des réglementations qui varient pas non plus du jour au lendemain, mais évidemment que qu'on étudie en permanence ces sujets-là. C'est comme la zone géographique. Par exemple, on a investi fut un temps sur la zone de Toulouse, on a investi fut un temps sur la zone de Nantes. C'est des villes qui ont pris beaucoup de valeur. Les loyers sont restés relativement stables. On estime qu'aujourd'hui la perspective de prise de valeur évidemment est positive, mais elle n'est pas forcément très dynamique. C'est des villes qu'on a arrêtées. Et à l'inverse, il y a quelques années, on faisait pas la frontière luxembourgeoise, qui pourtant se montre très dynamique. Marseille, qui est très dynamique aujourd'hui, on le fait toujours. Peut-être que dans 5 ans, on estimera que Marseille a atteint un plateau vu les prix qui augmentent tous les ans, et on se dira, bah, on fait plus Marseille. Donc l'aspect fiscal est exactement le même. Aujourd'hui, on fait du meublé parce qu'il y a réellement un avantage fiscal à faire du meublé. C'est aussi ce qui permet de tirer des loyers très importants des investissements. Peut-être tout en restant sur la sphère immobilière, que demain on se dira voilà il y a des avantages particuliers pour les résidences seniors par exemple, avec une demande très croissante. On accompagne aussi des investisseurs qui font alors pas directement dans le cadre de notre activité, mais on voit des investisseurs qu'on côtoie qui font des résidences seniors. C'est aussi des choses qui marchent très bien. C'est évidemment notre business, c'est pas la même chose que du LMNP classique, mais c'est des choses qui marchent très bien. Vu la population vieillissante, on peut imaginer que dans une dizaine d'années, l'État mettra des avantages fiscaux pour développer les résidences seniors. Voilà, l'idée, c'est de rester ouvert, toujours à l'écoute du marché, Pragmatique. toujours pragmatique. Voilà, exactement. C'est regarder les Ouais. choses froidement et pour reprendre vos termes, ne pas fantasmer sur les moindres changements. C'est sûr. Dans votre société Victor Investissement, hein, c'est ça. Les gens, ils viennent ils vous sollicitent de quelle manière? Ils disent voilà, j'ai 200 000 euros à investir, aidez-moi, ou c'est le contraire, ils disent je veux absolument acheter dans telle ville, accompagnez-moi. C'est quoi la manière dont ils vous sollicitent? Bon, vous en doutez, ça dépend, mais principalement, c'est plutôt j'ai des fonds, j'ai une capacité d'emprunt, puisque pour rappel, hein, dès 15 000 euros d'épargne, on peut investir en immobilier. Ce qui compte surtout, c'est la capacité de levier, c'est l'emprunt. Nous, il faut savoir qu'on a 99% de notre clientèle qui vient par le bouche à oreille. Donc en général, c'est j'ai un ami, j'ai un membre de ma famille qui est passé par vous, il a acheté dans telle ou telle ville. Moi, c'est un peu différent, j'ai un budget supérieur, un budget inférieur. Qu'est-ce que vous en pensez? Et nous, en général, notre prise de contact avec les clients, c'est une demi-heure d'appel téléphonique, sans forcément plonger dans le cœur du sujet, mais plutôt pour comprendre la situation de la personne, comprendre ses capacités financières, comprendre ses envies, comprendre sa stratégie. Est-ce que dans 2 ans, la personne veut acheter une résidence principale? Est-ce que dans 3 ans, elle va acheter une résidence secondaire? Est-ce qu'elle va acheter un investissement locatif tous les 6 mois? Ou est-ce qu'un seul pour toute sa vie, ça lui suffit? Tout ça, c'est des choses qu'on clarifie lors d'un premier appel téléphonique. Ensuite, en général, on laisse la personne maturer une semaine pour voilà assimiler ce qu'on s'est dit, et on replanifie un coup de téléphone d'une demi-heure là pour se dire bon voilà, par rapport à ce qu'on s'est dit la dernière fois, par rapport à votre budget, nous aussi on a réfléchi à quoi conseiller à la personne d'un point de vue stratégique, et là on va plutôt cibler une zone géographique et dire à la personne ok, du coup maintenant vous avez en connaissance ce qui est possible de faire avec votre budget. Moi, vu votre stratégie, je vous conseille d'acheter un lot de 2 appartements ou 3 appartements dans cette ville, d'acheter un plus grand appartement dans cette autre ville, peut-être selon votre budget de faire un mix, de faire un portefeuille, acheter un appartement plutôt patrimonial ici et un appartement plus rentable ailleurs. Voilà, l'idée c'est cet accompagnement global, et ensuite évidemment c'est nous qui gérons l'ensemble du process. Ce que je dis toujours aux clients, c'est qu'on gère le process comme si on achetait pour nous-mêmes. La seule différence, c'est que c'est le client qui doit signer à la banque parce que c'est lui qui va faire son prêt bancaire. En conclusion, si je vous ai bien écouté, on peut rester optimiste en fait en 2025 et continuer d'investir. Et malgré des sirènes un peu alarmistes, on continue de faire du meublé. Absolument, absolument. Et moi, j'ai même envie de dire, tant mieux qu'il y ait ces sirènes, ça ouvre des opportunités. Nous, on les saisit. Le tout, c'est de regarder froidement les choses, de pas non plus faire n'importe quoi. Comme tout investissement, il faut regarder pourquoi la personne a peur, pourquoi la personne vend. Est-ce que moi, j'ai mieux compris que la personne? Est-ce que s'il y a une contrainte quelque part, est-ce que je sais la contourner ou tout simplement la régler? Si les réponses sont oui à l'ensemble de ces questions, alors il n'y a pas de raison de ne pas investir. Et de toute façon, l'immobilier a encore de très grands jours devant lui, avec une demande qui est plus que croissante. Je m'avancerais même à dire que je vois le vent tourner d'un point de vue politique, et que les pouvoirs publics vont commencer à se rendre compte que l'aspect coercitif des lois qui ont été mises en place jusqu'à présent se porte peut-être pas leurs fruits, et que peut-être il serait temps de redonner envie aux investisseurs de proposer des biens de qualité sur le marché pour résoudre une bonne fois pour toutes cette crise du logement. Très bien. Eh ben Aurélien, on va rester sur cette note positive et cette conclusion tout à fait raisonnée et objective.
Donc merci Aurélien et à très bientôt. Merci Henri. Au revoir.